Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier séminaire sandwich de la saison 2023-2024. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux comme chaque année. Alors comme c'est le premier, aujourd'hui je vais faire un petit rappel sur ce que sont les séminaires sandwich et sur les modalités pratiques pour les potentiels nouveaux venus. Donc les séminaires sandwich, ce sont des séminaires organisés par le département de physique de l'UMONS, durant lequel le département met gracieusement à disposition des auditeurs des sandwichs qu'ils vont pouvoir manger, d'où le nom. Et puis il invite aussi un speaker pour venir nous parler d'un sujet de physique. Alors le speaker, ça peut être plein de personnes, ça peut être des membres de l'université, des professeurs comme aujourd'hui, ça peut être des doctorants, des anciens étudiants ou des anciens doctorants qui eux dans ce cas-là vont en général plus nous parler de leur activité professionnelle actuelle et de en quoi est-ce que leur diplôme de physique leur a permis d'aller dans cette direction-là. Et puis parfois aussi on a des gens extérieurs qui viennent discuter, qui viennent nous présenter un sujet qui leur tient à cœur et pour lequel ils ont envie de nous transmettre leur passion. Donc voilà, c'est un peu tout ça les séminaires sandwich. Et puis parfois même, on parle de sujets d'actualité, et ce sera le cas aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on va parler du prix Nobel. Alors, pour les modalités pratiques, les séminaires sandwich, il y a une page Moodle, probablement que la plupart d'entre vous le savent, mais n'hésitez pas à faire circuler l'information. Donc sur cette page Moodle, en vous inscrivant, vous aurez accès à toutes les informations, on vous enverra toutes les informations sur les séminaires sandwich, les dates, les abstracts, les speakers, etc. Et puis, vous pourrez aussi réserver votre place pour être sûr qu'il y ait assez de sandwichs, qu'on commande assez de sandwichs. On essaie de ne pas en commander trop pour éviter le gaspillage. Mais donc voilà, comme ça, vous pouvez réserver votre place, ça nous aide. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir un sandwich. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas assister à un séminaire sandwich, parce que vous avez quelque chose de bien plus important à faire, eh bien, ne vous inquiétez pas. Alors, les sandwichs, je ne peux pas vous les envoyer par email, mais par contre, tous les talks sont enregistrés et ensuite uploadés sur YouTube. Et donc, vous avez une chaîne YouTube, c'est facile à trouver, vous tapez dans la barre de recherche YouTube La Physique à Mons, et vous devriez trouver la chaîne. Le logo, c'est un petit sandwich, donc vous ne pouvez pas le rater. Et donc là, sur cette chaîne, vous trouvez tous les séminaires sandwich qui ont eu lieu avant. Et puis, au fur et à mesure de l'année, je vais uploader les différents séminaires qui vous seront proposés. Voilà, donc il me reste simplement à vous présenter notre speaker du jour. C'est un habitué, c'est Michel Vouet, professeur ici à l'UMONS. Et alors, il va nous parler, comme je le disais, d'un sujet d'actualité, du prix Nobel de physique de cette année. Et donc, il va nous expliquer en quoi est-ce que ces personnes ont été mises à l'honneur, en quoi est-ce que leur travail a vraiment contribué à faire avancer la physique, faire avancer la science. Voilà, il me reste à vous souhaiter bon appétit et puis bonne conférence. Bien. Bonjour tout le monde. Donc, je suis content de voir qu'après une très longue trêve hivernale, vous êtes revenus pour cette nouvelle édition, nouvelle année des séminaires sandwich. Donc, pour revenir sur le sujet, il y a quelques années maintenant, on a décidé de manière un peu informelle de dire finalement, dans le cadre de ces séminaires sandwich, ce serait bien que chaque année, on consacre un des séminaires au sujet du prix Nobel. Et donc le 3 octobre dernier, on a eu cette annonce du prix Nobel de physique pour la physique attoseconde. Alors, Gwendoline est venue me trouver, m'a demandé si je pouvais préparer quelque chose. Alors, je me suis déjà demandé pourquoi, je vais dire pourquoi moi, parce que c'est loin finalement de mes préoccupations et de mes colonnes d'Hercule. Après avoir préparé, je suis toujours à me demander pourquoi moi toujours, parce que je ne suis pas fondamentalement convaincu d'avoir compris grand-chose dans le sujet. Mais au moins, je vais essayer de vous donner quelques points de départ pour essayer, j'espère vous donner l'envie d'aller peut-être un tout petit peu plus loin. Alors, voilà, donc qu'est-ce qu'on va regarder ? Je vais d'abord essayer peut-être de contextualiser la présentation. C'est la première chose, et puis je donnerai une introduction peut-être un peu plus large, parce que vous allez très vite vous en rendre compte, c'est effectivement un sujet complexe mettant en présence différents aspects de l'optique,
Et puis, bien sûr, on va arriver dans une chaîne de dire, effectivement, comment fait-on de la physique attoseconde et pourquoi peut-on utiliser ces impulsions attosecondes? Et donc, peut-être en bruit de fond, en idée derrière ça, réfléchissez à la question. Et si demain, on vous donne 2 500 000 €, est-ce que je peux monter un labo pour faire des expériences de physique attoseconde? Donc la réponse c'est clairement oui. Donc c'est l'ordre de grandeur. Donc on n'est pas dans ce qu'on appelle les tout grands équipements. On n'est pas dans des équipements de prix relativement modérés, où on est aux alentours de 1 million. Mais c'est à peu près, globalement, ce qu'il faut mettre sur la table pour équiper un laboratoire probablement qui tiendra dans cette salle-là. Donc ça reste des expériences et des équipements qui sont attachés à des services de recherche et pas à de très très grands instituts. Ça, c'est la première chose. Donc voilà. La première chose, c'est peut-être les raisons de l'attribution de ce prix Nobel, avant peut-être même de parler de qui l'a reçu. Et l'explication, donc ce sont des aspects graphiques qui viennent directement de l'Académie royale des sciences en Suède. Donc c'est un prix Nobel qui a été attribué pour les méthodes expérimentales qui génèrent donc des pulses de lumière attosecondes et pour l'étude de la dynamique électronique dans la matière. Donc voilà, je dirais, le décor posé. J'ai mis en gras les quelques points. Alors bien sûr, c'est une technologie qui repose, il y a des études, il y a de la mécanique quantique derrière tout cela, il y a de la physique atomique et moléculaire, mais c'est au départ un ensemble d'expériences qui ont permis aux lauréats de cette année d'obtenir cette consécration en termes donc de prix Nobel. Bien. Alors, on va revenir là, décidément. Voilà, donc le prix Nobel a été attribué à 3 scientifiques, dont 2 scientifiques français, donc Pierre Agostini d'une part et Anne Lhuillier d'autre part, même si Pierre Agostini n'est plus en poste au CEA et j'ai vu qu'il était affilié maintenant, en tout cas partiellement, à Columbia. Anne Lhuillier a fait sa thèse de doctorat et a encadré donc différentes thèses au niveau du CEA à Saclay, avant de partir, je vais dire au départ pour des raisons de cœur et finalement pour des raisons de travail, s'établir en Suède à l'université de Lund, où elle dirige donc ce gros laboratoire de physique attoseconde. Et puis le duo est complété par un 3e chercheur qui est austro-hongrois, qui est Ferenc Krausz, qui lui occupe pour l'instant le poste de direction du Max Planck Institute d'optique quantique, d'une part, et garde une affiliation dans une université autrichienne dont j'ai oublié le nom. Alors, quelles sont leurs contributions? Peut-être pas dans l'ordre des photos, mais peut-être dans la chronologie de ce qui est intervenu. C'est d'une part Pierre Agostini pour ce qu'on appelle les processus d'ionisation multiphotonique de gaz atomiques induites par des lasers infrarouges intenses. Anne Lhuillier, donc affiliée à l'université de Lund. Donc Lund, si vous avez une idée d'où ça se trouve, vous regardez Copenhague, au niveau du Danemark, vous traversez le détroit. Maintenant, il y a un pont pour arriver à Malmö et Lund est juste à côté. Donc c'est l'extrême sud de la Suède. Pour l'émission par des atomes soumis à des impulsions laser brefs et intenses de lumière infrarouge d'une gamme d'harmoniques de rayons X. Donc on est dans
l'UV très lointain ou dans les rayons X soft. Et Ferencross, lui, a pratiquement repris la balle au bond avec deux contributions majeures. La première, c'est une méthode qui permet de caractériser ces impulsions attosecondes, c'est ce qu'on appelle les streak caméras. Et la deuxième, c'est quelque chose, je veux dire, de plus récent, mais qui est ce qu'on appelle les méthodes permettant de produire ces impulsions, non pas sous forme de train d'impulsion, mais sous forme d'impulsions isolées. Et c'est ce qui est maintenant communément repris sous le vocable de phare attoseconde. Dans le sens où vous imaginez le phare marin avec le dispatching des impulsions attosecondes les unes après les autres dans des directions qui sont bien séparées. Ok, alors si on essaye de planter le décor, bien, je pense qu'il faut peut-être se positionner vis-à-vis des échelles de temps caractéristiques des phénomènes physico-chimiques. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont été repris, mais ce qui est important de voir, c'est que on a une très grande échelle de temps qui nous permet d'aller, je vais dire, de l'échelle de la microseconde et à ce niveau-ci, jusqu'à la femtoseconde. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les dimensions moléculaires, la diffusion moléculaire, on va se retrouver de l'ordre de la nanoseconde jusqu'à la milliseconde, les phénomènes de phosphorescence, les relaxations des grandes molécules. Si vous réduisez le temps caractéristique, on arrive de manière un peu plus intéressante sur les rotations moléculaires. Donc les rotations moléculaires, l'échelle de temps caractéristique l'échelle de temps caractéristique se trouve aux alentours de la nanoseconde. On va vers d'autres phénomènes, la relaxation vibrationnelle, les vibrations des molécules, on est à la picoseconde, et puis si vous voulez aller voir la photoionisation, la photodissociation, il faut descendre à la femto. Alors ça veut dire évidemment qu'on a l'ordre de grandeur du temps caractéristique. Ça ne va pas vous dire que vous allez pouvoir, entre guillemets, voir ou avoir des détails sur le processus. C'est évident que si vous regardez un processus qui a un temps caractéristique de l'ordre de la milliseconde, il est important de pouvoir descendre à la fraction de milliseconde pour pouvoir rendre compte du processus physico-chimique. Ok ? Et si vous êtes là, eh bien, vous remarquez qu'il y a dans le coin, ici, à gauche, les mouvements électroniques. Et malheureusement, si on essaye de regarder, on doit descendre en dessous de la femtoseconde si on veut rendre compte réellement de la dynamique électronique dans la matière. Donc voilà un énorme challenge qu'il faut relever. Et maintenant, je pense que si vous êtes un peu intéressé, beaucoup d'entre vous ont vu, si pas ce transparency, en tout cas une analogie correspondante, c'est-à-dire comment peut-on se représenter ce qu'est une nanoseconde. Alors, je vais pas faire une attoseconde, je ne vais pas faire des maths de bas étage, 10 moins 18 secondes, c'est quoi? C'est 1 milliardième de milliardième de seconde. 10 moins 9 au carré. Alors, on a l'habitude de dire, prenons une échelle de temps caractéristique qui est un clignement d'œil, un battement cardiaque, on est dans, typiquement, l'ordre de la seconde. Eh bien, j'ai vite fait refait le calcul, vous pouvez vérifier par vous-même. Vous avez autant d'attosecondes dans ce temps caractéristique d'un battement cardiaque que vous n'avez de battement cardiaque dans l'âge estimé de l'univers, à un peu plus de 4 milliards d'années.
Donc ça vous donne une idée de la dynamique dans laquelle on va devoir se positionner, nous, pour aller effectivement, à partir de ce temps caractéristique de la seconde que l'on connaît, aller repérer des phénomènes à l'échelle de l'atome. Et donc, c'est typiquement pour cela que vous pouvez aller sonder, et c'est important, hein, dans la matière, c'est important d'aller sonder cela, pour mettre en évidence donc la dynamique électronique. Alors, quelles sont peut-être de manière très générale les applications de la physique attoseconde? La première chose, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand cette science, hein, puisque maintenant on parle de science atto, quand ça a commencé à apparaître, il est clair qu'il n'y a pas de technologie pour gérer cela. Et donc, tout est à construire et à reconstruire. Vous allez voir, on va essayer d'expliquer certaines choses. De nouvelles technologies, à la fois en termes de production et à la fois en termes d'utilisation. Donc ça, c'est la première chose. Et la base de cela, c'est de l'optique, mais ce n'est pas l'optique auquel vous êtes confronté habituellement. Ce n'est même plus, je vais dire, l'étape suivante de l'optique non linéaire, c'est de l'optique qui devient de l'optique hautement non linéaire, et j'espère vous en convaincre dans les transparents qui suivent. Et donc, ce que l'on a avec cette physique attoseconde, alors on va pas faire de cachotterie, hein, ça date de quand? Ça commence à pointer le bout de son nez en 1980, 81, 82, 83, ces années-là. Donc c'est 40 ans. Et un des grands espoirs, c'est de pouvoir maintenant tester expérimentalement la physique quantique, la mécanique quantique à son échelle de temps. Pas de faire des extrapolations à partir de mesures qui sont des mesures à des échelles de temps qu'on peut maintenant, même si je me positionne à la microseconde, à des échelles de temps qui sont des échelles de temps macroscopiques. Pourquoi? Parce que j'ai encore un 10 exposant 12 de facteurs entre la micro et l'attoseconde. Entre autres, certains aspects sur la plasmonique. Alors la plasmonique, c'est quoi? C'est l'excitation des nuages électroniques dans les métaux sous l'action d'un champ électrique produit par une onde lumineuse. Eh bien, au-delà de ce contexte-là, le mouvement des électrons dans le métal est à cette échelle de temps attoseconde. Et j'ai repris un deuxième exemple parce que je pense que c'est important et ça donne peut-être une idée du caractère peut-être plus universel. On n'est pas seulement dans un domaine de physique et de physique quantique, on peut ouvrir le domaine vers la chimie, ou la physico-chimie, quand vous allez. Donc vous avez déjà entendu parler de la spectrométrie de masse. Donc la spectrométrie de masse, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de chimie analytique au sens large qui va vous permettre, quand vous avez une molécule de taille importante, de la bombarder, de la fragmenter et d'analyser ces fragments sur base de leur rapport charge-masse. Ok ? Ce problème-là, c'est un problème où, finalement, vous ne contrôlez pas nécessairement la manière dont la macromolécule est fragmentée. Alors, il y a là-dedans un terrain de jeu intéressant pour les physiciens ou les attochimistes, c'est-à-dire qu'on peut créer, en utilisant les impulsions attosecondes, créer des lacunes électroniques. Vous allez créer la lacune électronique, vous allez éjecter un électron de la molécule. Et ce que les chimistes savent, c'est que cette lacune électronique va se déplacer dans la molécule. Et en se déplaçant dans la molécule, à l'endroit où elle se trouve, elle crée un point faible dans les liaisons. Et donc il est possible, à partir du moment où vous contrôlez la manière dont se déplace la lacune électronique, de pouvoir couper les molécules
pratiquement aux endroits où vous le souhaitez. Et ça va permettre considérablement d'amplifier le pouvoir de résolution de ces techniques d'analyse. Alors, comment prendre le problème, Je vous disais 16 jambes et 4 chevaux. 4 chevaux, tout le monde les voit. 16, vous voyez, je les ai comptés, elles sont là. On n'est pas obligé de voir. Mais c'est une question, donc illustrée par ce tableau de Géricault sur le Derby d'Epsom, au musée du Louvre, qui permet de dire, OK, pendant un temps de l'allure du galop, et au-delà de la représentation que Géricault en fait, est-ce qu'il y a un moment où le cheval a les 4 jambes en l'air, c'est-à-dire hors contact avec le sol? Alors, si vous voulez aller voir cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on va se pointer et regarder cette partie qu'on appelle la zoopraxographie, donc qui est due à Edward Muybridge, donc Edward James, 1830-1904, donc fin du 19e. Et ce que lui a trouvé comme solution pour lever les incertitudes, c'est d'installer 24 appareils photo et de réaliser, alors il l'a fait avec les chevaux, il l'a fait avec d'autres, il l'a fait avec des personnages, etc., mais de réaliser une série de photos. Et sur ces photos-là, on se rend compte effectivement que vous avez, je vais prendre les photos 2 et 3 ici, que vous avez effectivement, certainement pour la 2, probablement sur la 3, vous avez effectivement une idée du fait qu'à un moment donné de l'allure du galop, le cheval n'a pas les 4 jambes, au moins une en contact avec le sol. Donc ça, c'est la base finalement de la photographie. Alors si on augmente un petit peu l'aspect photographie, bien sûr, vous avez les anciens appareils réflexes. Ces appareils réflexes, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? C'est un système avec un système mécanique à 2 rideaux. Et le temps de pause, c'est le temps entre le passage des 2 rideaux devant la pellicule en général. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, la pellicule est, je vais dire, illuminée globalement et dans son ensemble. Alors ça a été modernisé après par les obturateurs électroniques. Et un obturateur électronique, qu'est-ce que ça fait? Ça vous prend sur un capteur une ligne de l'image à la fois. OK? Avec un avantage, puisqu'on reste dans l'électronique, avec un avantage de pouvoir considérablement augmenter la vitesse d'obturation, mais l'inconvénient tel que c'est représenté là, de pouvoir avoir une image qui a l'air d'être une image saccadée. Pourquoi? Parce que malgré la vitesse d'obturation élevée, votre objet peut s'être déplacé entre la première ligne lors de l'acquisition de l'image et la dernière. Donc ça va vous conduire à toute une série d'expositions de plus en plus nettes. Et bien sûr, pour ces images-là, je pense qu'il y avait aussi un souhait de contrôler cette notion de flou. Alors, on est dans du mécanique et on est dans de l'électronique normale. Alors, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, et on approche tout doucement des concepts qui ont été utilisés en sciences attosecondes, vous avez ce qu'on appelle les caméras à balayage de fente, ce qu'on appelle des streak caméras. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est illustré ici sur un système de fluorescence résolue en temps. Donc, principe de la fluorescence, vous envoyez un pulse laser qui sert à exciter un fluorochrome que l'on a ajouté dans la solution, ou bien un fluorochrome, je veux dire une molécule qui fluoresce de manière native. Vous recueillez cette fluorescence, vous la décomposez sur un réseau de manière à obtenir un spectre de fluorescence, et puis les photons qui sont issus
de ce spectre passe dans un système comportant des plaques de déflexion et en fonction des plaques de déflexion auxquelles vous allez appliquer une différence de potentiel, vous pouvez commencer par envoyer les photons sur le dessus du capteur au début de l'expérience et puis d'appliquer progressivement à une vitesse élevée, évidemment cette fois-ci, le fait de permettre au faisceau de photons de descendre vers le bas du capteur. Et donc vous avez à 2 dimensions sur le capteur CCD une variable de longueur d'onde et une variable temporelle. Et on est là avec ces caméras balayage de France, ces Streak caméras, à des vitesses qui peuvent aller jusqu'à la picoseconde, sans problème. Ok ? Bien. Alors, si ce n'est pas encore assez rapide, qu'est-ce qu'il vous faut ? Bien là, vous devez changer la combinaison. Vous devez passer du système obturateur, qu'il soit mécanique ou électronique, et pellicule, à un système spectroscopie par imagerie et séquence d'impulsion. Entre guillemets, le flash, qui est ici clairement illustré par... C'est ce qu'on appelle finalement de la stroboscopie. Vous allez enregistrer des images sur une scène qui sera progressivement et à intervalles réguliers illuminée par des flashs de lumière. Alors ça c'est bien, mais si vous voulez voir la progression de la balle dans la pomme, il est évident que il va vous falloir beaucoup de pommes d'un côté et beaucoup de balles de l'autre et de la persévérance pour refaire systématiquement, comme dans ce cas-ci, les images. Donc l'idée, c'est maintenant d'aller illuminer différemment. Alors, c'est clair que le beaucoup de pommes, si je commence à travailler à l'échelle atomique, c'est évidemment beaucoup plus facile parce que j'en ai tout de suite 10 exposants, 20, 21, 22, 23 à ma disposition. Je n'ai plus qu'à avoir une manière d'illuminer de manière intelligente la scène dont je veux rendre les caractéristiques physiques. Alors, comment produit-on les caractéristiques, les impulsions atomisées ? Alors, pour ça, je dois faire petite excursion dans le domaine de l'optique non linéaire. Important de voir en optique non linéaire. Alors, l'optique non linéaire, peut-être, déjà, c'est quelque chose qui arrive en 1961. 1960, Meyman présente son laser à rubis. 1961, Franken propose la première expérience d'optique non linéaire avec, évidemment, un laser à rubis. C'est quoi l'optique non linéaire ? C'est le comportement qu'a la matière, donc, lorsque elle est illuminée par un faisceau intense qui va modifier ses propriétés optiques. Et je prends 2 exemples. Le premier parce que c'est le plus simple, le deuxième parce que c'est ce dont on va reparler après. L'idée de Franken est d'illuminer un matériau non linéaire, ce qu'on appelle d'ordre 2, avec une fréquence oméga, et à sa grande surprise, on a le oméga, c'est défléchi par on sépare, c'est défléchi sur un prisme. On voit le faisceau d'entrée à oméga, mais aussi, et c'était pas terrible sur la photo, c'est pour ça qu'on a dû rajouter, même dans la version originale dans Physical Review Letters, on a dû ajouter un encadré. Il y a quelque part ce que l'éditeur a pris au départ pour une trace de mouche sur la photo. Il y a un faisceau à 2 oméga. Et donc, en général, on vous explique que lorsque le photon est absorbé, il va être réémis, en général, il va être réémis avec une énergie inférieure à celle du photon absorbé. Ici, c'est différent, on est dans un contexte un peu différent, où ce que l'on va faire, en raison de, entre autres, l'intensité du faisceau laser, on va permettre
en une seule fois, d'absorber, de détruire 2 photons à la fréquence oméga et de créer un photon à la fréquence 2 oméga, tout en partant d'un état atomique et en terminant la transition sur le même état. Donc on n'est pas dans un contexte d'excitation. Donc, 1 photon, 2 photons, j'émets un photon à 2 oméga et je retrouve mon système de départ. Donc ça, c'est le système le plus simple en optique non linéaire. Deuxième aspect, parce qu'on va donc discuter réellement d'absorption et d'absorption simultanée de 2 photons. Ça, c'est ce qu'on appelle, on n'a pas été très original là-dessus, l'absorption à 2 photons. Et je vais vous montrer donc 2 exemples ici. Alors, c'est 2 processus, c'est 2 images différentes, mais c'est la même illustration. Vous avez pour un seul photon de la fluorescence. Donc, vous voyez la fluorescence qui est émise par un faisceau qui est utilisé comme faisceau d'excitation dans lequel on a émis le fluorochrome. Vous faites la même expérience en optique non linéaire et vous ne voyez apparaître la fluorescence qu'à l'endroit où le faisceau est focalisé. Alors ici, agrandi là. Même chose, donc vous voyez en photon unique et en double photon. Ça a évidemment l'avantage de pouvoir illuminer à des longueurs d'onde différentes de la longueur d'onde que vous voulez détecter, et bien sûr de pouvoir préserver à certains moments l'intégrité des matériaux que vous observez. Alors ça, on va s'en servir tout de suite. Revenons au point de départ, 1982, Anne Lhuillier et Pierre Agostini au CEA à Saclay. Donc le point de départ, c'était d'utiliser, alors c'est quoi comme laser? C'est un laser picosecondes, 50 picosecondes à 1064. Alors quelle est l'énergie de ces lasers? On est entre 10 exposant 12 et 10 exposant 14 watts par centimètre carré. Ce sont des faisceaux focalisés. Et ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que à ces puissances-là, si vous focalisez un faisceau laser dans la matière, vous allez dépasser ce qu'on appelle le LIDT, le Laser Induced Damage Threshold. Vous allez créer à un endroit du matériau un champ électrique tellement intense que vous allez détruire le matériau. Donc, les manips de base qui ont été faites par Lhuillier, Agostini, c'était dans des équipes différentes dans le même labo, sont des manips qui sont faites sur des gaz. Donc, ils irradient avec un faisceau infrarouge, 1064 nanomètres, du krypton. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils vont provoquer l'ionisation. Et la première chose qui apparaît, c'est de voir que cette ionisation, ce n'est pas l'ionisation du krypton sur base d'un seul photon, mais ce sont des mécanismes qui nécessitent 13 photons, 33 photons et 65 photons. Donc on est bien dans de l'absorption multiphotonique, comme faire ce que je vous ai montré pour 2 photons. Et sur cette base-là, on peut représenter, en fonction de l'intensité du laser, le nombre d'ions produits, entre guillemets, tels qu'ils sont détectés par un détecteur sensible à la charge, et regarder les pentes, et on va tout de suite voir que, alors ceci, la partie où les points expérimentaux s'incurvent, c'est dû à ce qu'on appelle donc de la saturation, c'est un comportement particulier du matériau, mais ici, vous allez avoir des pentes qui sont des pentes de 13, de 33, et je ne pense pas que le 65 ait été représenté. Donc, première étape, la contribution, je veux dire de manière très simplifiée, de Pierre Agostini. Deuxième chose, si on vient sur la contribution d'Anne Lhuillier,
elle, c'est de dire, bien, regardons, prenons ce laser, YAG, toujours sur le mode fondamental, infrarouge, 1064, et cette fois-ci, donc vous avez une idée de ce que peut représenter le laser, donc typiquement ça fait quelque chose comme 1 mètre, 1 mètre 50 de cavité optique. Et donc, ce qu'elle fait avec une société qui s'appelle Auribin maintenant, qui s'appelait Jobin-Yvon avant, au sud de Paris, ils font un design spécial pour un nouveau spectro. Et l'idée qui était derrière cela, c'est de dire, si je fais de la multi-ionisation, je vais peut-être avoir de la fluorescence. Donc je vais exciter les atomes vont, je vais avoir mon réarrangement électronique, et ce réarrangement électronique va induire l'émission de photons. Est-ce qu'on peut détecter ces photons? Et c'est dans ce but-là que le spectro d'Annuillé a été fait. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'entrée du faisceau laser ici, on a la chambre dans laquelle on va injecter le gaz, et il y a 2 lignes de détection, une perpendiculairement et une en ligne là-dessus. La grande surprise des expérimentateurs, c'est que l'on voit apparaître, donc c'est ce papier de 1988, les expériences datent de 86, on voit apparaître un ensemble de raies, d'harmoniques, de la fréquence du laser. Donc on est dans l'infrarouge, puis vous voyez apparaître les harmoniques, et ces harmoniques, ici, le spectre présente des harmoniques qui sont les harmoniques impaires. 9, 11, 13, 15, 17, 19, et puis après, là, ça tombe. Mais si vous regardez les longueurs d'onde en nanomètres, on est de 60 à 120 nanomètres. Donc mon échelle d'énergie, de la droite vers la gauche. Et si on reprend l'intensité relative de ces harmoniques, qu'est-ce qu'on était en droit d'attendre dans un premier temps? C'est une décroissance de l'intensité des harmoniques au fur et à mesure que leur nombre augmente. Expérimentalement parlant, et c'est là typiquement l'aspect non linéaire et hautement non linéaire du phénomène, c'est que vous allez observer quelque chose qui est un quasi-plateau. On a une gamme d'harmoniques pour lequel j'ai une intensité qui est relativement constante. Alors ça, c'est pour de l'argon. Ici, c'était du xénon. Mais bon, il n'y a pas de différence. Plusieurs gaz ont été testés. 1988. Intervient un papier fondamental, si vous avez été un petit peu accroché, attentif, pas encore ici, au prix Nobel, je vais dire précédent, un des précédents dans le domaine de l'optique, c'est Donat Strickland et Gérard Mourou, d'accord? Donc, 2018, pour des travaux de 1985. Et les travaux de 1985 de Mourou et Strickland, c'est sur une technique qu'on appelle l'amplification par dérive de fréquence, CPA, Chirp Pulse Amplification. L'idée de cela, c'est de dire, si j'amplifie fortement mon pulse optique, je vais détruire mes amplificateurs, Laser Induced Image Threshold. Donc comment fait-on? L'idée de Mourou et de Strickland était d'utiliser une dispersion. Et pour disperser la lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ajouter, ils vont modifier la phase des impulsions. Et en modifiant la phase des impulsions, en se représentant en fonction du temps, la durée de l'impulsion, vous allez, entre guillemets, l'étaler. Donc plutôt que d'envoyer toute l'énergie dans un pulse relativement restreint, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'étaler. Et on va l'étaler en dessous du seuil d'endommagement. Et là, ça va nous permettre de l'amplifier. Et une fois, donc on a étalement, dispersion, amplification, troisième étape, compression. Ils vont recompresser
le pulse de lumière, et en recompressant les pulses de lumière, vous obtenez des pulses ultra courts et d'intensité, d'énergie élevée. Donc ça, c'est globalement, et c'est une technique qui est maintenant couramment utilisée dans toutes les plateformes qui nécessitent, d'un point de vue expérimental, d'avoir des pulses lumineux importants. Alors, venons-en maintenant à ce qui se passe réellement dans la logique développée par à la fois Agostini, Hanluyé. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Vous avez un électron qui est piégé dans un potentiel. Votre électron est stable. Vous allez maintenant l'éclairer, entre guillemets, le mettre en présence d'un champ électrique, ma lumière infrarouge. Mais c'est un champ électrique intense. Donc, ce qui va se passer, c'est que le champ électrique, on ne peut plus parler de perturbation ici. Enfin, on peut parler de perturbation, mais pas au sens de la théorie des perturbations. Vous allez considérablement modifier la forme du potentiel, et essentiellement modifier la forme du potentiel en fonction de la manière dont évolue dans le temps et dans l'espace l'impulsion lumineuse. Donc vous allez abaisser la barrière de potentiel dans le premier temps sur la droite. Et vous allez permettre à l'électron de traverser la barrière de potentiel par effet tunnel. Vous l'avez accéléré dans un sens. Maintenant, ce qui va se passer, bien sûr, c'est qu'on va se retrouver dans l'autre demi-période du champ d'excitation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez rechanger le sens de la déformation. Vous allez accélérer de nouveau l'électron dans l'autre sens, et l'électron maintenant va pouvoir se désexciter, et en se désexcitant va émettre toutes ces harmoniques. Il est 21. Ok. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? Ce qui est important là-dedans, c'est un concept qu'on appelle le blocage de mode. Alors, le blocage de mode, eh bien, vous avez ici une superposition d'harmoniques. Et on voit qu'en superposant des harmoniques qui sont proches les unes des autres, vous allez faire des interférences destructives à certains endroits, des interférences constructives à d'autres. Et si vous avez accordé les phases, si vous avez bloqué les phases, donc le phase locking, vous allez créer ici des paquets d'ondes. Et donc c'est ce qui explique que les périodes de ces paquets d'ondes sont beaucoup plus faibles que ce que l'on obtient avec les harmoniques de départ. D'où l'aspect attoseconde et l'aspect je me trouve dans le domaine des rayons X élevés. Alors qu'est-ce qu'il faut encore vérifier? On peut vérifier, alors c'est par une technique qui permet de séparer les deux, le faisceau attoseconde en deux parties, de les recombinaisons, et bien on peut faire de l'interférométrie avec, et montrer qu'on sait créer des figures d'interférence. Donc ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que les harmoniques qui sont produites par cette illumination sont cohérentes. Et la dernière chose, et on en est au bout de la production, donc ça c'est le fameux phare attoseconde, donc c'est utiliser un système de rotation à haute vitesse avec ce qu'on appelle des miroirs plasma, je pourrais expliquer après si vous voulez, permet d'induire une divergence dans le faisceau. Et on voit qu'en modifiant la phase à cause de la rotation, on va avoir différents faisceaux, chaque faisceau permettant d'isoler des pulses séparément. Donc on a tout sur la main. Alors comment faire cela? Alors c'est un point délicat. À un moment donné, il faudra que vous admettiez que quand vous allez me poser les questions, je vous dise je ne sais pas. C'est de dire voilà, on peut, c'est ce qu'on appelle cette streaking camera pour la physique attoseconde, c'est de déterminer, de faire un mapping de la quantité de mouvement électronique en fonction du temps. Je ne vais pas aller dans le détail pour le peu que j'en connaisse.
Et si vous faites cela, vous pouvez représenter la distribution statistique de la quantité de mouvement des électrons en fonction du temps, à différents moments, et donc avoir une évolution de ce que peut être le comportement électronique à ces différents temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des expériences de type pompe-sonde, pump-probe. On éclaire en attosecondes, on soumet au champ infrarouge qui est le champ de base et on va sonder petit à petit le comportement des électrons avant qu'ils ne reviennent dans leur configuration initiale. Alors il y a différentes techniques, hein. Je prévoirai une liste avec tout cela, et j'en reviens peut-être sur un des exemples qui est l'effet photoélectrique. Donc l'effet photoélectrique, on en a parlé avec les étudiants en deuxième, c'est le fait de quoi? D'arracher les électrons du métal sous l'action de la lumière, et ça ne peut pas être expliqué par la théorie ondulatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de seuil, ça ne se passe pas au-dessus d'une certaine longueur d'onde, c'est la première chose, et on considère que l'effet photoélectrique est un effet photoélectrique instantané. Et l'énergie des électrons arrachés, ici, est proportionnelle et correspond à la fonction de travail de l'électron moins l'énergie du photon. C'est très simple. Le photon est énergétique assez pour arracher l'électron, ça se passe. Il n'a pas l'énergie suffisante, ça se passe pas. Et vous avez beau répéter l'expérience avec le photon dont l'énergie n'est pas suffisante, ça se passera pas. Ok ? Et je terminerai là-dessus. Donc, Krauss, entre autres, avec Cavalieri, 2007, a mis en évidence qu'il y avait pour les électrons venant de la bande de conduction arrachée et les électrons venant des états 4F, donc plus des états, de cœur, entre guillemets, vous allez voir dans ce cas-ci qu'il y a un délai, les deux courbes sont statistiquement décalées dans le temps, mais avec un délai de 100 attosecondes entre les deux types d'émissions. Voilà, je suis au bout de ce que je voulais vous raconter, à une chose près. Si vous allez voir sur nobel.org, le 8 du 12, on approche tout doucement, à partir de 9h, Continental Time, à vérifier le décalage, +1, -1, hors d'été, je ne sais pas où on en est avec la Suède. Il y a une série de 3 conférences pour les lauréats du Nobel de physique, Anne sur The Route to Attosecond Pulses, Agostini, The Genesis of an Attosecond Pulse Train, et Ferencz, donc Attosecond Physics, Exploring Subatomic Motion. Voilà, j'espère que je vous ai donné l'occasion et l'envie d'aller suivre cela. Voilà, merci Michel pour ce très chouette talk. Moi-même, j'ai pas vu le temps passer. Et je suis au regret de vous annoncer qu'on va pas avoir le temps de faire la séance de questions-réponses parce qu'il est déjà 27. Donc, je vous dis simplement merci à tous d'être venus. C'était super chouette. Et à la prochaine. N'hésitez pas à faire de la publicité. Je vous rappelle, la page Moodle, la page YouTube. N'hésitez pas à faire votre petite publicité de votre côté. Merci à tous.